3, 2, 1. Bonjour Marc-Yvan Laroy, vous êtes l'un des directeurs de l'OYO, l'Office international de l'eau. Alors merci de nous accueillir déjà sur votre stand ici dans le cadre du Salon Cyclo à Toulouse. Pour commencer, est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous présenter les missions de l'OYO ? Donc, bonjour, merci de venir nous rendre visite. Alors pour rappeler un petit peu les missions de l'OYO en très peu de temps, il faut déjà rappeler que l'OYO est une association, loi 1901, dont le but est de promouvoir en fait le savoir sur l'eau. Et on a 4 missions principales. Une mission qui est historique, qui est la formation continue aux gestes, métiers, et puis au-delà également à la gestion de l'eau en règle générale. Et on forme 6000 apprenants par an à peu près au sein de nos centres de formation. Puis on a une deuxième mission qui est une mission d'appui, très large, qui peut être de l'appui technique à l'appui institutionnel et qui se déroule en France et dans le monde. Troisième mission, on est également des gestionnaires de données et des concepteurs de systèmes d'information, en particulier sur l'eau. Et par exemple, pour la France, on gère une très grosse partie du système d'information sur l'eau français pour le compte de l'OFB, l'Office français pour la biodiversité. Et puis une quatrième mission, on gère aussi des réseaux d'acteurs, qui peuvent être des réseaux d'acteurs techniques en France, comme des gros réseaux internationaux, comme le RIOB, le réseau international des organismes de bassin, qui représente à peu près 180 organismes dans 90 pays. Donc on voit que vous travaillez à plusieurs échelles et à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, quels sont les enjeux, je dirais, locaux liés à l'eau ici dans le Grand Sud-Ouest et surtout face au changement climatique ? Alors en fait, les enjeux locaux sont les mêmes que l'on va retrouver même au niveau international. On a des enjeux liés au changement climatique qui en fait reflètent une problématique simple. On a à peu près la même quantité d'eau qui va tomber dans le monde, en France, annuellement, mais par contre on a des événements qui sont très prégnants liés au changement climatique, qui sont l'augmentation des durées des sécheresses, des durées d'étiage, et puis des événements pluvieux exceptionnels et exceptionnellement forts. Et donc en fait on a une distribution temporelle mais aussi spatiale de l'eau qui est différente, qui évolue par rapport au changement climatique. Donc les enjeux, c'est de gérer en fait cette distribution spatiale et temporelle différente, et qui nous impose d'avoir en fait une vision beaucoup plus concertée des usages de l'eau et plus partagée aussi des usages de l'eau, en particulier dans ces périodes de sécheresse qui sont beaucoup plus longues. Oui, parce que la ressource, elle peut se tarir aussi, on le voit avec ces épisodes de sécheresse. Alors voilà, on a des épisodes de sécheresse qu'on n'attendait pas, qu'on ne connaissait pas. Si on prend la Nouvelle-Aquitaine, on sait qu'on est dans des déficits hydriques qui vont progresser. Et puis on a parfois des zones qui sont très locales, où on imagine qu'on a de l'eau à foison, et puis on se retrouve avec des épisodes qui mettent en péril, par exemple, la distribution d'eau. C'est arrivé en Creuse, par exemple. Et puis on se retrouve avec pratiquement une nécessité de distribuer de l'eau en bouteilles aux habitants. Et là, c'est un problème qui devient majeur et qui devient très coûteux également. Alors qu'on n'attendait pas ça dans des zones qui sont plutôt imaginées comme étant recevant beaucoup de pluie, ayant beaucoup de ressources. Mais en fait, non, ces sécheresses beaucoup plus longues arrivent à des situations qui sont techniquement beaucoup plus difficiles à gérer. Donc, tous les territoires sont touchés, de manière peut-être pas égale, mais à des périodes différentes. Voilà, les territoires ne sont pas touchés de façon égale parce que les ressources en eau sont pas forcément les mêmes. On a des ressources en eau superficielles, des ressources en eau souterraines, mais on voit une évolution qui touche de plus en plus tous les territoires en France. Et puis dans le monde, par contre, c'est encore plus prégnant et on a des impacts qui peuvent être très importants. On peut avoir des migrations liées à des phénomènes de sécheresse au niveau mondial et qui peuvent être très impactantes. Et il y en aura de plus en plus. Alors il faut s'adapter, c'est le mot, on le dit toujours. Donc comment vous participez aussi à ça, à comment repenser la gestion de l'eau face à ces enjeux qui n'ont jamais été aussi forts en fait? Oui, alors les enjeux n'ont jamais été aussi forts, ils le seront de plus en plus de toute façon, donc effectivement il faut trouver des moyens de s'adapter. Les moyens de s'adapter, c'est de repenser effectivement la gestion de l'eau, même si en France on a quand même une gestion de l'eau qui est déjà bien pensée. C'est-à-dire qu'on a une gestion de l'eau par bassin, les agences de l'eau en France gèrent sur un périmètre hydrographique des grands bassins.
et déclinent un peu leur action après sur des sous-bassins plus locaux. Donc cette gestion de l'eau, elle est effectivement sur un territoire souvent hydrographique. Et puis le paradigme qu'il faut appliquer maintenant, c'est une gestion avec des concertés entre les acteurs, les usagers, donc faire vraiment des actions transversales, multi-acteurs, multi-usages. Et donc on est en train d'effacer une notion qui était importante, qui était la séparation entre le petit cycle de l'eau et le grand cycle de l'eau. Alors le petit cycle, c'est quoi? C'est à notre niveau, à nous, d'usagers, en fait? Voilà, en fait le petit cycle, c'est le cycle un petit peu artificiel, c'est-à-dire toutes les infrastructures que l'on utilise pour distribuer de l'eau au robinet, pour collecter les eaux usées et puis les traiter et les remettre au niveau naturel. Le grand cycle, lui, c'est vraiment le grand cycle de l'eau, l'évaporation, les nuages, la pluie, le remplissage. Le cycle naturel. Voilà, le cycle naturel. Et en fait, on se rend compte que si on veut répondre à ces enjeux du changement climatique, et ces enjeux qui touchent donc des durées de sécheresse longues et puis des pluviométries fortes, eh bien, on se rend compte qu'il faut effacer un petit peu cette gestion différenciée entre le petit cycle et le grand cycle et réagir de façon globale, multi-acteurs, multi-usages, et en pensant la ressource avec ses usages, donc le grand cycle et le petit cycle, de façon commune, globale. Mais la France a un modèle pour ça. Vous nous disiez quand on préparait, il y a un modèle français qui est reconnu avec plusieurs échelons pour gérer cette question de l'eau. Exactement. Les agences de l'eau en France donc gèrent à l'échelle de grands bassins hydrographiques en France et donc ont des modes d'action et des modes de financement aussi qui touchent les différents usages. Ce mode de pilotage, de soutien financier également par grands bassins versants, c'est quelque chose qui est décliné très souvent à l'international et nous on a des actions donc souvent d'appui institutionnel à l'international et c'est un modèle qui est demandé très très souvent dans beaucoup de pays, que ça soit en Afrique, que ça soit en Amérique latine, que ça soit éventuellement dans d'autres pays européens. D'accord. Et donc vous à Loyo, vous diffusez ce modèle et vous, j'imagine, diffusez aussi des solutions qui sont envisagées. Alors quelles sont-elles les solutions pour repenser cette question de l'eau? Alors il y a énormément de solutions, bien sûr, qui existent. Donc on va pas toutes les passer, mais en fait il y a des solutions techniques et il y a des solutions également de gestion. Dans les solutions techniques, une des premières solutions, c'est d'essayer de limiter en fait les prélèvements et la consommation de l'eau. C'est logique, on est sur des périodes donc de sécheresse plus longues, donc l'idée est de rationaliser un petit peu ces consommations d'eau et de lutter un petit peu à la fois contre les pertes, c'est-à-dire qu'on parle souvent du rendement des réseaux d'eau potable, qui ont une perte assez importante, à peu près 20% de ces réseaux de l'eau distribué par ces réseaux est perdu. 1 litre sur 5 est perdu, voilà tout à fait. Par des fuites, en fait, par des réseaux qui sont vieillissants. Donc, il y a des solutions infrastructurelles qui sont le remplacement, qui sont la réhabilitation de ces réseaux. Et puis aussi, une gestion, ce qu'on appelle la gestion patrimoniale, donc, de ces réseaux, plus avancée, plus technique, qui s'appuie sur des systèmes experts et qui permet de protéger un petit peu les secteurs qui peuvent être soumis à des fonctionnements qui peuvent les amener à fuir. Donc ça, c'est tout un aspect. Mais on a plein d'autres solutions aussi qui sont d'agir sur les consommations ou les prélèvements d'eau dans la ressource, par exemple des agriculteurs, avec des meilleures pratiques agricoles, avec la gestion des sols qui permet une imperméabilisation des sols, des sols agricoles plus importantes. Puis bien sûr des pratiques culturales qui vont être différentes. Qui vont devoir évoluer. Pendant ces périodes de sécheresse, avoir des pratiques culturales, avoir des cultures qui sont moins gourmandes en eau, par exemple. Et donc qui vont diminuer les prélèvements dans les périodes les plus sensibles. On a aussi des solutions qui vont s'adapter au niveau domestique, c'est-à-dire que chacun de nous va réduire ses consommations. C'est déjà le cas, on réduit nos consommations, on réutilise certaines eaux qu'on appelle non conventionnelles, par exemple les eaux de pluie qui vont être réutilisées pour arroser le jardin ou laver la voiture. C'est vrai qu'utiliser de l'eau potable pour laver la voiture ou arroser le jardin, c'est pas quelque chose de particulièrement sensé, on va dire, dans le contexte du changement climatique. Puis c'est pareil au niveau des industries, où les industries vont recycler, vont faire de ce qu'on appelle de la réutilisation, du reuse, et qui parfois vont s'organiser sous la forme de symbiose industrielle pour finalement utiliser des qualités d'eau différentes
en fonction de leurs besoins. Donc un rejet d'une industrie qui sera relativement propre va être utilisé par une autre industrie, par exemple pour des lavages qui nécessitent pas une eau potable, par exemple. Voilà. Donc il y a beaucoup de solutions techniques. Et puis il y a ces solutions de gestion également qui sont d'avoir un partage des usages beaucoup plus affirmé. L'eau va être partagée entre l'industrie, le domestique, les agriculteurs, et ça c'est vraiment des solutions de gouvernance et de partage qui arrivent vraiment. Puis il y a un troisième, je dirais troisième type de mesures qui sont les solutions fondées sur la nature. On revient beaucoup sur ces aspects-là. Elles sont multiples. Je peux pas les détailler. Ça serait beaucoup trop long. Pour ça, il faut venir vous voir à Loyo. Il faut venir nous voir. Il faut venir suivre nos formations. Il faut nous appeler en appui stratégique. Les collectivités nous appuient, nous demandent pour appuyer des stratégies justement de gestion territoriale. Et donc les solutions fondées sur la nature, ça va être effectivement soit au niveau des pratiques agricoles, soit au niveau de l'aménagement urbain, utiliser de nouvelles façon de gérer l'eau, la rendre visible aussi, c'est-à-dire la rendre visible auprès des habitants. Et puis on va utiliser par exemple des bassins de gestion des eaux pluviales qui vont être au sein de la ville, visibles, qui vont marner, c'est-à-dire ils vont se remplir, ils vont se vider, ils vont être végétalisés, donc on va avoir recours à des processus naturels. Et ces processus naturels, ils vont répondre donc à des enjeux de gestion, par exemple des eaux pluviales, mais ils vont aussi emmener des services multiples, des services sur la biodiversité, sur le cadre de vie qui sera plus agréable. On va le noter, on va le mesurer par exemple par l'augmentation foncière, de la valeur foncière. Donc voilà, beaucoup de solutions qui peuvent se trouver et qui vont s'exprimer dans 4 secteurs. Le secteur de l'urbanisme, de l'aménagement urbain, dans l'agriculture, dans la gestion forestière aussi, et puis dans la renaturation, la restauration des cours d'eau, qui vont nous permettre de mieux gérer l'eau, de mieux infiltrer l'eau également, puisque c'est un des enjeux, c'est garder l'eau là où elle tombe, en fait. Avec le moins de transformations et d'étapes possibles. Mais on le voit, l'idée c'est de repenser en fait globalement notre rapport à l'eau qui n'est pas, et on doit le comprendre, qui n'est plus une ressource inépuisable. Alors voilà, c'est l'enjeu. Il faut repenser notre rapport à l'eau, il faut permettre aussi à chacun de repercevoir l'eau. L'eau a toujours été enterrée, en fait. On a enterré les réseaux d'assainissement, on a enterré les réseaux, on a canalisé les eaux pluviales, donc on se rend plus compte des écoulements et des événements pluviaux. On s'en rend compte uniquement quand c'est catastrophique. On l'a vu avec les pluies cévenols, etc. Mais sinon, on le voit plus. On a enterré tous nos réseaux d'eau potable également. Donc la perception de l'eau, il faut la re-rendre en fait aux usagers. Il faut que ces usagers perçoivent les évolutions liées au changement climatique notamment et revivent avec l'eau pour comprendre aussi ce qu'est l'eau. C'est un bien commun, mais il a aussi un coût en tant que service. Et le fait de rendre visible ces enjeux de l'eau explique aussi beaucoup de choses par rapport au prix des services d'eau et à l'acceptation de ces prix-là. Donc c'est tout un changement de paradigme, mais vous me disiez, c'est en train de se faire, les choses bougent, notamment au niveau politique. Tout à fait, les choses bougent au niveau politique. Il y a aussi des outils de gouvernance, donc on a parlé des agences de l'eau tout à l'heure, mais les agences de l'eau aussi déploient avec certains outils, par exemple on parle des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Donc les SAGE en particulier, donc qui couvrent une bonne partie du territoire et qui sont sur des périmètres hydrographiques, des actions multiples au niveau des différents acteurs, des différents usagers, et pour le maintien du bon état écologique, en particulier des cours d'eau, mais donc de nos ressources en eau. Et on a plein d'outils comme ça. On parle aussi de projets territoriaux de gestion des eaux. Projets de gestion des ressources en eau qui sont aussi, donc les PGRE, qui sont aussi des projets territoriaux. On a des territoires, par exemple en Nouvelle-Aquitaine, autour de Limoges, on a des territoires qui se lancent dans la structuration de ce qu'on appelle un territoire en transition hydrique et qui effectivement s'adresse à l'ensemble des usagers, l'ensemble des acteurs, et qui essaie de bien caler cette concertation pour avoir un usage raisonné
de nos ressources. Donc ça bouge, il y a des solutions concrètes, positives. Merci beaucoup pour ce panorama complet de la situation. Il y aura encore beaucoup à dire, j'imagine. Bien sûr. Vous pouvez être intarissable sur le sujet, mais on invite les gens à venir vous rencontrer directement pour ça. Merci beaucoup, Marc-Yvan Laroy. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.